Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Clara Deletraz, cofondatrice de la French Tech, de Switch Collective et auteure de la newsletter Ensemble, avec un S les filles. Comment ça va Clara ? Ça va bien, Armelle, merci beaucoup de m'inviter. Est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière ? Écoute, j'ai bien aimé cette question quand tu me l'as envoyée. Ça m'a remise à une époque que j'avais un peu oubliée. Et oui, je pense qu'en fait, il y avait des petits signes précurseurs. Alors moi, par exemple, tu vois, j'étais toujours, souvent, en tout cas, déléguée de classe. Donc je pense qu'il y avait déjà un truc autour de l'engagement. J'aimais beaucoup à l'école faire des exposés. À la maison, j'avais créé une petite radio, donc je m'enregistrais avec mon radiocassette et je m'étais créé un jingle et tout. Donc je pense que j'avais déjà quelque chose avec la transmission, la création. Et puis j'étais toujours première de classe, mais j'étais pote avec ceux du fond de la classe, ceux qui avaient redoublé 2 fois. Donc j'avais déjà vraiment j'aimais bien déjà, je pense à l'époque, le côté mélange improbable de gens, de genres, d'univers, et qui est encore assez présent dans ma vie aujourd'hui. Donc oui, il y avait des signes précurseurs en fait quand on y réfléchit. Est-ce que tu peux nous raconter d'ailleurs les débuts de ta carrière ? Comment est-ce que ça a commencé pour toi ? Alors je dirais que ça a pas super bien commencé. Parce que j'ai fait une école de commerce et donc j'ai fait des stages dans cette école de commerce et en fait à l'époque mes amis se moquaient un peu de moi parce que j'ai pas réussi à aller au bout d'un seul de mes stages tellement je donnais aucun sens à ce que je faisais, enfin vraiment à chaque fois c'était une catastrophe. Donc je suis systématiquement partie avant la fin. Donc quand j'ai été diplômée, je me suis dit qu'il fallait que je change un truc. J'ai du coup cherché à me réorienter vers le secteur public. Parce que comme j'étais un peu en manque de sens, je me suis dit bon, l'intérêt général, voilà. Et donc j'ai commencé à travailler dans le secteur public sur le projet du Grand Paris. Et après, en cabinet ministériel, avec Fleur Pellerin, donc avec qui j'ai lancé l'initiative French Tech, qui était une initiative qui avait vocation à booster, développer l'écosystème entrepreneurial français. Voilà comment ça a démarré. Et sachant que, pour la petite histoire, je m'étais retrouvée en cabinet ministériel avec Fleur, qui était donc ministre à Bercy à l'époque, juste en lui envoyant un mail, alors qu'on se connaissait pas. J'avais testé plusieurs adresses mail. Il y en a une qui a fini par fonctionner. Et j'avais pas eu de réponse. Et puis, en fait, 6 mois plus tard, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a un projet, ça peut peut-être vous intéresser, tout ça. Et ça s'est fait comme ça. Voilà, c'était rigolo, en tout cas, de voir que parfois, quand on ose sur ce genre ça peut fonctionner. Voilà, en tout cas, comment ça a démarré. Et comment t'as basculé sur Switch Collective ? Alors, quand je travaillais donc à la French Tech, j'ai évidemment rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Sachant que c'était quelque chose qui m'intriguait, qui me fascinait un peu, et en même temps qui me faisait peur, parce que moi je viens d'une famille très secteur public justement, et donc c'est pas du tout mon univers, donc j'ai un peu l'impression que c'était pas fait pour moi, que j'étais pas capable, voilà. Sauf que à force de rencontrer des entrepreneurs, je t'avoue que j'ai fini par me dire bon quand même, je suis pas plus idiote qu'un autre ou qu'une autre, pourquoi pas moi. Et à ce moment-là, j'avais fait d'ailleurs, parce que quand même un côté très scolaire, peur de mal faire et tout, donc j'avais fait une espèce de formation à l'entrepreneuriat dans un truc qui à l'époque qui s'appelait The Family et qui a l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. Et bref, et en tout cas, il nous disait toujours, si vous voulez monter une boîte, cherchez pas des idées, mais réfléchissez à un problème que vous rencontrez personnellement ou que vous observez autour de vous et qui vous tient suffisamment à cœur pour que vous ayez envie d'y consacrer beaucoup de temps, d'énergie. Et en fait, moi, j'étais vraiment avec ce truc de me dire, moi, je galère depuis des années presque, depuis que je suis ado, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce qui a du sens ? Et moi, c'est quoi ma valeur ajoutée ? Voilà. Et en même temps,
je me reconnaissais vraiment pas dans les bilans de compétences classiques, le coaching, tout ça. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'idée, avec mon associé à l'époque, de se dire, en fait, il y a quelque chose à réinventer à cet endroit-là. Et donc, on a créé une méthode très différente de ce qui se faisait habituellement, qui sont en collectif, bref, avec tout un tas de caractéristiques pour accompagner les gens qui se posent des questions dans sur leur parcours professionnel. Donc, c'est devenu Switch Collective et on a accompagné comme ça 12 000 personnes dans leur questionnement. Et cette boîte Switch Collective, on l'a revendue en 2020 à la Manif. Et après, moi, je l'ai quittée en 2022. Après 2 ans de transition. Qu'est-ce qui, entre les débuts et le moment où tu as fermé la porte de ton bureau pour la toute dernière fois, quelles sont les plus grosses galères que tu as rencontrées et qu'est-ce que tu en retiens? À l'époque de Switch, il y en a eu beaucoup, comme toujours quand on monte une boîte. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Il y a quand même eu, parce que c'était plutôt sur la fin, mais le Covid, qui a été... parce que nous, on faisait quand même de la formation présentielle, en fait, ça se faisait beaucoup en présentiel. Donc, forcément, qui dit Covid, dit c'est compliqué. Et donc, heureusement, on avait un petit proto de notre programme qu'on avait lancé en online, mais qui est un truc qu'on avait un peu fait sur le côté, qui fonctionnait, mais qu'on avait un peu laissé. Voilà. Et heureusement qu'on avait ça, parce que c'est ce qui nous a permis de basculer très vite en présentiel, enfin en online justement. Mais ça a été, on a dû faire ça en quelques jours à peine, tout basculer en online. Enfin, ça a été beaucoup de boulot, beaucoup de galères, beaucoup de bugs au départ, voilà. Comme ça, des événements extérieurs forcément compliqués. Quand tu fais du présentiel, que tu as une salle, on a un nombre de galères incommensurables, de fuites, de machins, d'alerte incendie. Ça, c'est dès que t'es dans la vie réelle et ouais, que tu as une salle, toutes les entreprises que je connais avec une dimension présentielle, c'est compliqué. Puis après, ouais, les galères j'allais dire avec les gens. Au sens où c'est marrant parce qu'avec mon associée Béatrice, on se disait toujours que nous on n'aurait pas ce genre de galère parce qu'on était très dans l'humain, qu'on captait bien les gens. Et en fait, on a fait beaucoup d'erreurs de recrutement, beaucoup au début en tout cas, puis après on a appris de nos erreurs. Parce que souvent, en fait, avec Switch, on avait un projet une marque assez aspirationnelle pour pas mal de gens qui avaient envie de venir bosser pour Switch, mais qui en fait probablement nous rejoignaient pas pour les bonnes raisons, en tout cas pas pour les besoins qu'on avait vraiment, tu vois, pour développer le projet. Et donc nous, on était en attente de quelque chose, eux étaient en attente d'autre chose. Et puis, enfin, tu sais, c'est un peu comme un couple quand tu te mets ensemble pour les mauvaises raisons, quoi. Il y a forcément un moment où ça, voilà. Et ça, c'est quand même les galères les plus difficiles, quoi, quand il y a de l'humain, parce que forcément, il y a des liens, il y a de l'affectif, il y a plein de choses. Donc c'est probablement ça les plus compliqués, ouais. Et est-ce que tu dirais que les plus grosses erreurs que tu as faites, c'est justement des erreurs de recrutement ou au contraire, il y a d'autres erreurs que tu as faites et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? En fait, c'est marrant parce que je me dis pas que j'ai fait des erreurs énormes. Par contre, je me dis que j'ai fait plein de fois dans ma carrière, parcours professionnel, plein de petites erreurs. Mais ce qui est aussi le fait de faire plein de petites erreurs, ce qui évite peut-être d'en faire des très 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 grosses. Mais en tout cas, oui, à l'époque de Switch, je dirais que parce qu'aujourd'hui c'est plus ça que je fais. Je dirais que ouais, en tout cas mes plus grosses erreurs c'est ça, c'était des erreurs de recrutement. Mais encore une fois, ça m'a beaucoup appris parce que du coup derrière j'ai mis en place une méthode perso, mais assez pour le coup très structurée. Et à la fin, on était devenus, je dirais vraiment fort en recrutement. On avait des super profils, super équipes, voilà. Donc, comme quoi, c'est possible de. Donc oui, je dirais que c'est quand même toujours une question de avec qui tu travailles, avec qui tu te lances. Et tu vois, aujourd'hui que je suis dans ma nouvelle aventure, c'est aussi beaucoup des questions que je me pose, que je suis vigilante à ça, de me dire voilà comment je reproduis pas ce genre d'erreur et comment je travaille avec les bonnes personnes pour moi et pour ce que j'ai envie de porter. C'est quoi pour toi le risque ? Quelle définition est-ce que tu en donnerais ?
Pour moi, le risque, c'est toujours à mettre en regard de la sécurité. Et c'est vraiment les deux faces d'une même médaille, quoi. Risque, sécurité, ça va ensemble. Et d'ailleurs, je me dis souvent que de pouvoir prendre des risques, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est une chance, en fait. Tu vois, c'est un privilège. Tout le monde peut pas prendre des risques. En tout cas, des risques mesurés, justement. Et je pense à ça parce que, tu vois, dès qu'on parle d'entrepreneuriat et la sphère entrepreneuriale, on parle beaucoup du des mythes de l'entrepreneur qui s'est fait tout seul, qui a pris beaucoup de risques pour en arriver là où il est. Bon, c'est vrai partiellement, mais la réalité, c'est que souvent, c'est des gens qui avaient un gros filet de sécurité et que les rares personnes qui n'en avaient pas, d'une certaine manière, c'est aussi des gens qui avaient rien à perdre, quoi. Et dans ces cas-là, ça s'appelle la survie. Enfin, je trouve que c'est important de se rappeler ça quand même, que de pouvoir prendre des risques, c'est une chance et que parfois, à certains moments dans nos vies, on n'est pas en capacité de le faire et que ça sert à rien de s'auto-flageller non plus. Pour autant, si je devais quand même donner une définition personnelle, en tout cas, de ce qu'est le risque ou de ce que ça n'est pas, ou de ce que c'est que d'être averse au risque, parce que c'est marrant, je me suis plutôt posé la question dans ce sens-là. Pour moi, quelqu'un d'averse au risque, c'est quelqu'un qui est prêt alors même qu'il aurait les conditions pour se lancer, les conditions matérielles, etc. Et j'insiste, c'est important. C'est quelqu'un qui est prêt à renoncer à lui-même, à l'amour, je sais pas, aux gens, au combat, à l'engagement pour son petit confort, sa petite réussite, voilà. Il y a une notion de sacrifice sous-jacente dans ce que tu dis. Ouais, enfin oui, de sacrifice, en tout cas de sacrifice de ce qui moi me semble important, de sacrifice, parce qu'à l'inverse, tu peux dire quand tu fais ça, c'est que tu te sacrifies pas tellement, ni pour tes idées, ni pour les autres, mais voilà, ouais, c'est un sacrifice que tu. Comment toi tu le vis ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite ou au contraire le risque te paralyse ? Tu vois, je dirais que si tu t'imagines un axe qui va de, j'en sais rien, de 0 à 10, et que le 10, il va vers tu vois, le goût du risque, je pense que je suis quand même plutôt du côté du goût du risque. Enfin, en tout cas, je passe la barre des 5, on va dire. Après, je pense que je suis quand même assez mesurée. Tu vois, c'est marrant parce que maintenant, j'investis aussi un peu dans des boîtes et tout. Et souvent, dans ces cas-là, notamment quand tu te fais accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine qui t'aide, on te fait des tests pour mesurer ton aversion au risque, au contraire, voilà, ton rapport au risque. Et moi, je suis toujours quand même relativement modérée. Je suis, tu vois, sur une échelle de 1 à 10, ouais, je dirais que je suis à 6, 6,5, 7, quoi, max. Voilà, parce que ça m'excite et j'en ai besoin. J'ai toujours besoin, d'ailleurs, plus que de risques, d'inconnu. Tu vois, moi j'aime l'inconnu, j'aime la nouveauté. Donc forcément il y a du risque avec, mais c'est plus cette notion d'inconnu et de nouveauté. Et s'il y a trop de connu, de run, de gestion, c'est vraiment pas mon univers du tout. C'est pas du tout là où je m'épanouis. Et là où je suis bonne. Pour autant, j'ai quand même besoin, tu vois, d'un minimum de sécurité, de visibilité. Je suis pas en mode, surtout aujourd'hui, ouais, j'ai 2 enfants, un appart à Paris, voilà. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de conditions qui font que ton rapport au risque, il bouge aussi en fonction de ton moment de vie. Et justement, si tu regardes un peu ton parcours de vie dans sa globalité, quels sont pour toi les plus gros risques que tu as pris et surtout pourquoi est-ce que tu les as pris ? Quand j'ai lu cette question, j'ai tout de suite pensé, c'est un peu débile, mais en tout cas une décision que j'ai prise quand j'avais 18-19 ans, quoi. J'ai fait une classe préparatoire et j'ai passé les concours d'école de commerce. Et en fait, à l'époque, j'avais eu HEC, qui est donc l'école qui est sur en tout cas la mieux classée. Et j'ai pris la décision de ne pas y aller et d'aller plutôt à l'école juste après, l'ESSEC. Alors tu me diras, franchement, genre prise de risque, c'est pas franchement, enfin bon, mais en fait, ça m'avait marqué à l'époque parce que t'as quand même une très grosse pression sociale, tu vois, comment ça, HEC, personne ne refuse HEC, tu vois, il y a un truc un peu. Et moi, je sais pas comment te dire, j'avais pas eu un bon feeling.
le pire, c'est que je savais pas bien l'expliquer. Vraiment, j'avais pas aimé les oraux là-bas, j'avais pas aimé les gens, j'avais pas aimé la vibe, je m'étais pas sentie bien du tout. Et donc j'ai pris cette décision, mais vraiment ouais sur un truc Alors après, je l'ai rationalisé en disant oui, mais en fait, à l'ESSEC, on fait plus d'étrangers, puis il y a plus de stages en entreprise. Bon. Mais la réalité, c'est que j'avais juste pas eu le feeling. Et donc, bon, à cette époque, à une toute petite échelle, c'était quand même une espèce de risque que je prenais et que j'assumais de me dire, je fais confiance à un feeling que j'ai. Et franchement, j'ai jamais regretté parce que j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires dans cette école, à l'ESSEC. Il y a des profils, je trouve, un petit peu plus atypiques que ceux que tu trouves à HEC. Donc voilà, j'ai jamais regretté, mais ça c'est un exemple de risque. Et puis après, je crois que ça a toujours été ce truc de partir, de prendre le risque de partir à plusieurs moments de mon parcours, alors que les gens te disent mais attends, je comprends pas, tu vois, quand j'étais à la French Tech, en cabinet ministériel et tout, c'était un projet qui cartonnait, qu'on avait lancé, qui avait beaucoup de résonance à ce moment-là. Moi, je suis partie vraiment en plus au moment où Macron arrivait ministre de l'économie, s'emparait de la French Tech, il était complètement fan de ce truc-là. Donc, et je suis partie à ce moment-là, alors que c'était, tu vois, le haut de la vague. Et pareil, on me disait mais attends, pourquoi tu pars maintenant, tout ça. Et puis Switch, pareil, il y avait ce côté, ça marchait très bien. Puis on a quand même pris la décision de revendre, tout ça. Donc c'est de prendre le risque de partir à un moment où potentiellement, paradoxalement, ça va bien et où tu sais pas ce que tu vas retrouver en fait derrière ou après ou à côté. Mais tu sens que c'est quand même la juste décision. Je crois que c'est ça, moi. Qu'est-ce qui te fait tenir dans les moments difficiles? Où est-ce que tu puisses comment est-ce que tu puisses ta motivation? Dans les moments difficiles, moi j'ai un peu deux mouvements. Enfin, en tout cas, j'ai besoin de deux mouvements. J'ai besoin d'un mouvement qui est assez intérieur, de prendre soin de moi, paradoxalement, alors que potentiellement, en général, je passe des périodes avec beaucoup de stress, d'angoisse et tout, d'intensité, de se dire, ok, comment est-ce que là, j'en fais un peu moins, même s'il y aurait besoin d'en faire plus. Donc, comment je prends soin de moi, comment je zappe surtout pas mon yoga, mon machin, la méditation, enfin, voilà, des trucs qui me ressourcent. Donc, un mouvement vers l'intérieur. Et en même temps, un mouvement vers l'extérieur quand même, parce que c'est évidemment des phases dans lesquelles moi j'ai besoin de prendre de l'énergie des gens qui m'entourent, à la fois des proches, bien sûr, des gens qui te connaissent bien, mais en fait aussi beaucoup ce qui va me faire du bien dans ce phase-là, c'est de rencontrer des gens qui font pas partie de mon cercle proche, justement, qui vont me nourrir d'autres choses, qui vont m'apporter un autre regard, qui vont pas projeter sur moi ou sur ma situation leurs angoisses, comme peuvent le faire parfois les proches, tu vois, quand c'est normal, hein, il y a quelque chose d'humain là-dedans, on le fait tous. Mais du coup, ouais, moi je crois que dans ces phases-là, ça me fait du bien de voir d'autres gens, des gens que je vois moins habituellement, des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, des gens qui m'inspirent, des gens qui vont me faire prendre du recul sur ce qui se joue, quoi. Est-ce que tu as eu des grands accomplissements ou des grandes satisfactions dont tu es particulièrement fière? Et là aussi, qu'est-ce que tu en retiens? Tu vois, moi j'ai fait des choses très différentes, mais en fait, en réalité, il y a une cohérence, il y a un fil rouge. Je crois que les choses dont je suis la plus fière, c'est à chaque fois d'avoir réussi autour d'une idée d'une idée ou d'un enjeu qui me tenait à cœur et qui me semblait pas suffisamment entendu, vu, ressenti dans la société, d'avoir réussi à lancer un peu des mouvements autour de ces idées, que les gens s'en emparent, que ça devienne aspirationnel, que les gens aient envie d'en être, alors que justement au départ c'était pas le cas, et que nous qu'il y ait une transformation, un petit switch culturel qui se fasse. Et en fait, c'est en tout cas, ce à quoi j'ai contribué à l'époque avec la French Tech, à un moment où l'entrepreneuriat était pas du tout, tu vois, un truc que les gens avaient envie de faire, en fait, hein. Depuis la French Tech, justement, et puis tout le mouvement qui s'est lancé autour, il y a une vraie dynamique qui s'est lancée autour de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est, tu vois, une première réussite, fierté que j'ai. Ensuite, avec Switch, c'était vraiment le côté la quête de sens et la quête de sens de mon travail. Comment est-ce qu'on passe tellement de temps au boulot? Comment est-ce qu'on peut... et il y a tellement d'enjeux à relever. Comment est-ce qu'on peut faire de la reconversion et de la quête de sens dans le travail quelque chose là encore, de positif et d'aspirationnel, à un moment où moi, pendant longtemps, j'étais un peu vue comme la nana un peu paumée qui savait pas ce qu'elle voulait faire. Enfin, tu vois, c'était pas très valorisé, quoi. Donc, de dire comment on en fait quelque chose de positif et voilà.
Et puis, donc ça, je suis fière de ça aussi. Et puis surtout, on a lancé un vrai mouvement justement parce que il y a plein de gens derrière qui se sont lancés, qui ont lancé des boîtes, qui se sont beaucoup inspirés de Switch. On a été les premiers, tu vois, on a vraiment été les pionniers. Voilà. Et puis aujourd'hui, mon nouveau combat, mouvement, moi, c'est vraiment ça part vraiment d'heures, ça part toujours de ça. Moi, les trucs que je lance, ça part de mon histoire personnelle, de constat personnel en tout cas que je fais assez fort. Et là, c'est le constat de me dire, en fait. Je me dis, je suis très inquiétée de la polarisation et de la fracturation de la société. C'est un truc qui m'inquiète. Et en même temps, si je suis tout à fait honnête, la réalité, même si je me dis ouverte, c'est que je vis dans une bulle de gens qui se ressemblent. Et donc là, voilà, mon nouveau combat, c'est de me dire comment on combat la polarisation, comment on sort tous de nos bulles pour relever les immenses défis qui sont devant nous. Et ça, j'aimerais bien lancer un mouvement autour de ça. Et tu vois, j'ai un peu une vision à me dire, d'ici 2030, j'aimerais que les gens en France réapprennent à se parler, à se côtoyer, même quand ils sont pas dans les mêmes bulles. Et que donc, il y ait 1 million de Français qui se soient parlé, alors qu'ils se rencontraient même plus. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ma newsletter ensemble. Je parle de ça, cette question du dialogue, de la rencontre, tout ça. Et que j'ai contribué aussi là à un projet qui s'appelle Faut qu'on parle, lancé avec Brut et La Croix, et dont le principe est de faire se rencontrer des gens aux opinions opposées et de les faire se rencontrer en vrai pour qu'ils se parlent. Donc ça, pour moi, c'est la première brique, mais j'ai envie de me dire à 2030, 1 million de Français se parlent, et j'ai du coup plein d'idées pour pour faire en sorte que ce soit le cas. Donc j'espère que ce sera le prochain mouvement, tu vois, que je lancerai, et puis j'espère qu'il réussira, mais bon, ça on verra. C'est le début. Alors du coup, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et potentiellement que tu appliquerais dans ce nouveau projet ? Là, je suis un tout petit peu plus avancée que ça, mais moi vraiment le meilleur conseil qui avait beaucoup résonné à l'époque de Switch, qui m'a beaucoup aidé là aussi quand j'ai commencé à me relancer sur mes nouveaux projets, c'est le fait pour se lancer de faire des petits pas, de vraiment se dire c'est quoi la plus petite chose, la chose la plus simple, qui me coûte le moins d'argent, que je peux faire même d'ici demain ou d'ici la semaine prochaine max, pour avancer ne serait-ce qu'un tout petit peu dans cette idée que j'ai ou dans cette envie, voilà. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment ce qui permet de dédramatiser beaucoup de choses, de se mettre un pied à l'étrier. Et tu vois, à l'époque, avant Switch, c'est marrant d'ailleurs parce que j'avais déjà une vision finalement assez claire quand j'y repense de ce que je voulais créer, de ce à quoi je voulais que ça ressemble. Enfin, c'était assez clair, mais c'était très grand comme projet. Il y avait beaucoup et donc je me disais, je savais pas par quelle boule prendre. Donc c'était un ami d'ailleurs entrepreneur qui m'avait donné ce conseil. Mais c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire d'ici la semaine prochaine ? Et du coup à l'époque, je m'étais dit, effectivement, bonne question. Et je m'étais dit, je pourrais peut-être écrire un article que j'avais publié sur Medium à l'époque, sur LinkedIn, sur mes propres questionnements, sur la quête de sens, sur le fait que j'avais quitté moi plusieurs fois mes jobs et que c'était compliqué pour moi de me sentir à ma place, que tout ça. Et je me suis dit ça, voilà, en 1 semaine, en quelques jours, je peux le faire. Et ça me fait un petit peu avancer sur mon projet. Et donc du coup je l'avais fait, et en fait j'avais eu beaucoup, je sais plus combien de centaines, de centaines de milliers de vues. Et ça avait été ça, tu vois, mon premier petit pas qui derrière m'a permis d'envoyer un signal à mon écosystème que je m'intéressais à ce sujet. Et ensuite du coup j'ai prototypé un petit programme que j'ai d'accompagnement que j'ai testé sur mes potes qui étaient en réflexion de reconversion. Donc ça avait commencé comme ça. Et sur mes nouveaux projets, c'est d'une certaine manière c'est un peu la même méthode que j'ai utilisée, c'est de me dire c'est quoi en vrai, tu vois, là quand je te dis j'ai une grande ambition, avec plein de même de sous-projets dans le projet et tout, mais à chaque fois je me dis c'est quoi le plus petit pas que je peux faire. Et là tu vois, l'année dernière, avant l'été, pour me lancer, c'était pas d'ailleurs un tout petit pas, mais je me suis dit je vais lancer une newsletter sur ces sujets. En vrai, je veux pas devenir autrice de newsletter dans l'absolu, mais c'est une manière de faire un premier pas
de montrer aux gens que je m'intéresse à ce sujet, d'attirer des opportunités à moi, et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que tu vois, c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler sur le projet Faut qu'on parle, que j'adore, qui est absolument génial, et parce que j'avais fait une newsletter sur le fait de sortir de sa bulle d'opinion, etc. Donc je te la fais courte, mais ça, on m'a dit mais est-ce que tu connais ce projet qui a été lancé en Allemagne? Non, j'ai été voir, je me suis dit mais c'est complètement génial, il faudrait qu'on le fasse en France. Blablabla. Puis j'ai découvert que la Croix s'intéressait au sujet, j'ai fait le lien avec Brut, et puis ils m'ont dit est-ce que tu veux pas qu'on nous aider à lancer ça, et voilà, tu vois. Donc ça, les choses se font après comme ça de manière assez organique, mais il faut un petit pas, il faut des petits pas. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années dans ton business? C'est ce que je te disais, moi j'ai ce côté très vision, voilà, d'ailleurs c'est même avant 10 ans, tu vois, mais à 2030 ou 2035 peut-être, il y a 1 million de Français qui se sont parlé vraiment, et alors que ils auraient jamais dû se rencontrer dans les vies qu'on a actuellement, et voilà, et que ça contribue donc à réduire la fracturation de la société, et à nous mettre en capacité de prendre des décisions importantes qu'on a à prendre pour l'avenir de notre société, quoi. Donc ça, c'est la vision à 5, 10 ans max. Et à l'intérieur de ça, j'aimerais tirer plusieurs fils. Un fil avec les médias, donc ça c'est ce que j'ai initié avec Faut qu'on parle et Brut et la Croix, parce que je pense que les médias ont un rôle très important dans la fracturation, la polarisation de la société. Donc j'aimerais continuer, en tout cas, à contribuer au projet Faut qu'on parle, et ça c'est déjà lancé. J'ai un deuxième axe où j'aimerais décliner ce que j'ai appris sur Faut qu'on parle, et toute mon expérience aussi d'ailleurs avec Switch et tout, mais sur des formats déclinés en entreprise. Parce qu'en fait, moi je me rends compte que tous ces sujets très polarisants qui touchent la société, que ce soit, j'en sais rien, tu vois, MeToo, les inégalités hommes-femmes, même la transition écologique et tout, c'est des sujets donc qui sont assez clivés, et que finalement on retrouve dans les entreprises aussi. Sauf que c'est pas dit, c'est des sujets qui sont sensibles, qui probablement bloquent pas mal de choses, mais tu vois, c'est tellement explosif et sensible qu'on n'y va pas. Et donc moi, j'aimerais bien développer une méthode en entreprise qui permette de les adresser, un peu en mode Faut qu'on parle, mais dans les boîtes. Je voudrais décliner ça aussi sur des territoires, en se disant comment à l'échelle d'un territoire, je sais pas, d'Avignon par exemple, j'arrive à fédérer des collectivités publiques, des acteurs associatifs et tout, pour faire en sorte que des gens aux opposés du spectre politique, mais qui vivent sur le même territoire et qui ont plein d'enjeux en commun, se parlent et font des choses. Ça, c'est mon troisième axe. Et mon quatrième axe, c'est le côté média, contenu. J'ai un projet de film. Je veux faire un film documentaire sur ces sujets, et je veux créer aussi un format un peu sympa, un peu rigolo, pour donner envie aux gens d'aller parler à des gens qui sont a priori aux antipodes. Voilà. Et donc, voilà, tu vois, c'est un peu ça ma vision, et à l'intérieur de ça, tu vois, il y a des briques business, il y en a qui sont pas des briques business. Et l'idée, c'est de trouver un modèle pour que tout ça se nourrisse, et puis que ça puisse tourner économiquement, avec des choses qui sont rémunératrices, d'autres qui le sont pas. Tu vois, je sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre et comment je vais, mais j'espère que ça ressemblera à quelque chose comme ça. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture ou de série ou de film à regarder, autre que Brut et la Croix, du coup? Tu vois, puisque ton podcast là, enfin cette discussion qu'on a, elle est très axée autour de la notion de risque. Peut-être que tu connais d'ailleurs déjà ce bouquin, mais moi c'est un bouquin que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle L'éloge du risque, de Anne Dufourmentel. Peut-être que c'est déjà revenu. Voilà. Moi, c'est une autrice, qui est d'ailleurs philosophe, qui était, parce que malheureusement elle est décédée, en prenant un risque immense. Anne Dufourmentel, elle est décédée en essayant de sauver un enfant de la noyade sur une plage des Landes, et du coup c'est elle qui malheureusement n'est jamais revenue, et qui a écrit ce bouquin magnifique, L'éloge du risque. Et donc c'est des courts chapitres, ça se lit pas d'une traite parce que c'est quand même assez dense, et voilà, mais c'est des courts petits chapitres sur différentes facettes, le risque de l'amour, le risque de machin, voilà. Et d'ailleurs, tu vois, du coup ça faisait longtemps que je l'avais pas feuilleté.
Et quand j'ai vu qu'on allait beaucoup parler de risque, je l'ai ressorti et ça m'a fait plaisir. C'est vraiment le bouquin que t'as sur sur ta table de chevet et en tout cas que moi j'aime feuilleter de temps en temps et voilà, picorer, c'est toujours très inspirant. Et elle a écrit plein de livres, un autre livre que j'adore qui s'appelle La puissance de la douceur. Voilà, c'est une chouette autrice. Vraiment. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Écoute, vraiment, je crois que plus je sais, plus je sais, c'est que en fait, c'est que je ne sais rien. Tu vois, on est toujours. Non, mais je sais, je crois maintenant que je veux pas tomber dans un relativisme absolu à dire qu'il n'y a pas de vérité, que toutes les vérités se valent, que ça. Je crois qu'il y a des vérités, qu'il y a une vérité probablement, voilà, mais qu'on détient tous un fragment de cette vérité, et que en fait la vie est un truc éminemment complexe, très 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 complexe, et en plus de plus en plus complexe dans le monde qu'on a créé, voilà, et que dans cette complexité, ça c'est une absolue certitude, c'est que tout est complexe, la vie est complexe, et d'ailleurs complexus, je crois que ça veut dire ce qui est relié, ou tu vois, parce que la vie c'est voilà, c'est le lien, et donc dans cette complexité, on a besoin les uns des autres, on est tous interdépendants. Ça c'est une absolue certitude pour moi, sauf que on l'a oublié, et surtout on a presque même jamais été autant interdépendants à une échelle aussi large, à l'échelle, tu vois, de toute la planète, quoi. On n'a jamais été autant dépendants les uns des autres de toute l'histoire de l'humanité. Et pourtant, et pour moi c'est le grand paradoxe du monde d'aujourd'hui, on n'a jamais été autant séparés, et on vit, tu vois, ce que je disais, dans des bulles de gens qui se ressemblent et qui se côtoient plus, quoi. Et donc pour moi le gros enjeu, il est là, c'est de résoudre cette tension-là. Mais la certitude, c'est voilà, la vie est complexe, les enjeux auxquels on fait face sont complexes, les relations sont complexes. Comment on arrive à embrasser cette complexité et à accepter qu'on a besoin les uns des autres, quoi. Quelle est la question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Je trouve mais tu vois, en plus, je sais même pas quelle réponse je donnerais à cette question, mais sur la question du risque, qui est beaucoup, encore une fois, qui était le fil rouge de cet entretien, c'est peut-être quelque chose comme un risque que tu n'as pas pris et que tu regrettes de pas avoir pris. Je trouve que c'est une question intéressante à se poser, ça. Alors? Je crois que et peut-être que d'ailleurs c'est ça, du coup, tu vois, la définition du juste degré de risque à prendre ou à ne pas prendre, c'est que quand je me pose cette question, pour l'instant en tout cas, j'ai pas de regret. Tu vois, j'ai pas de truc où je me dis j'ai pas pris ce risque-là et aujourd'hui je regrette. Tous les risques que je voulais prendre, je les ai pris au moment où je devais les prendre. Et aujourd'hui, c'est plus que je me dis un risque que je regretterais de ne pas avoir pris, et c'est pour ça que là j'essaie de m'y coller, quoi. C'est notamment, c'est par exemple ce rêve que j'ai de faire un film, alors que j'y connais rien, que j'ai jamais fait ça, mais je me dis voilà, j'ai envie de prendre le risque d'essayer de le faire parce que j'ai pas envie de regretter de pas l'avoir pris. Et c'est aussi pour ça que j'en parle. Et c'est peut-être un autre conseil qui peut compléter ma réponse tout à l'heure pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, il y a un truc d'en parler. Quand tu parles de ce que tu veux faire, moi, je trouve que c'est aussi une manière de t'obliger, toi, à te lancer. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Donc moi, je dis oui, j'ai un projet de film, là, ça y est, je commence à être un petit peu plus avancée, mais ça fait des mois que j'en parle, et en vrai, si tu veux, il y avait rien, quoi. Mais le fait d'en parler, voilà, ça fait exister quelque chose, et ça crée un engagement aussi vis-à-vis de soi-même, un peu vis-à-vis des autres. Un grand merci, Clara Deletras, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le risque et la sécurité sont les 2 faces d'une même médaille. Prendre des risques, c'est en fait une chance. Le deuxième point, quand vous vous lancez, cherchez d'abord à faire le plus petit pas possible dans un laps de temps le plus court possible pour vous mettre le pied à l'étrier. Puis, faites plein de petites erreurs plutôt que peu d'erreurs mais des très grosses. Le troisième point, c'est les clés de Clara quand c'est difficile.
Alors la première chose, c'est de prendre soin de soi, de son corps, comme une sorte de mouvement vers l'intérieur. Mais c'est aussi un mouvement vers l'extérieur qui consiste à rencontrer des personnes nouvelles pour échanger, pour avoir des idées nouvelles, pour avoir des avis qui ne sont pas biaisés. Et enfin, le dernier point, dans la complexité du monde, n'oublions pas que nous sommes tous interdépendants. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.